Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité sur Radio Fréquence Atlantique. Alors, les émissions sur les ondes, c'est 88.3, 93.6, 5.9. Et puis, en direct pour les deux premières parties sur Facebook. Et donc, comme tous les dimanches, nous allons faire un point d'actualité nationale, un point d'actualité internationale avec des commentaires. Et ensuite, la partie des constructions. En ce qui concerne le national, c'est évidemment la tournée du ministre des colonies dans notre pays que nous allons aborder. Et pour ce qui concerne l'international, c'est la manifestation contre le sabotage des retraites en France. Et en matière de déconstruction, nous allons voir comment les mystifications médiatiques s'organisent pour cacher l'affrontement décisif qui se passe à l'échelon international. Donc, nous allons commencer par la tournée des ministres chez nous. Il est un temps où les mouvements de gauche, d'extrême gauche, étaient unanimes pour dénoncer les visites ministérielles, les voyages que les pigeons faisaient pour venir annoncer des subventions, des développements, etc. Et pendant des dizaines et dizaines d'années, cela a été dénoncé. Assez curieusement, aujourd'hui, il reste peu de gens pour montrer que ces voyages-là, non seulement n'apportent rien en matière de solutions concernant nos problèmes en Martinique, mais en plus que ce sont des opérations de contrôle de la colonie à travers la communication et à travers des dispositions qui sont dictées aux administrations françaises. C'est le but. Et vraiment, je ne pense pas qu'au sein du peuple martiniquais, quelqu'un puisse croire encore que lorsqu'un ministre vient, va visiter une exploitation, va rencontrer des petits artisans, passe dans une école et vante l'amour qu'il a pour la Martinique, ses accras et son rhum, que cela sert à quelque chose dans notre pays. Au contraire, nous considérons que c'est une forme de vie. Alors, cette fois-là, tout particulièrement, nous avons à déplorer ce mépris fondamental manifesté par le ministre des colonies qui vient, après l'annonce du non-lieu, raconter qu'il y a indépendance de la justice et de l'État. Nous savons pertinemment que ce n'est pas le cas dans les pseudo-démocraties occidentales, mais venir raconter qu'il prend les choses en main. Avec une arrogance absolument spectaculaire, mais je suis venu, j'ai frappé une poing sur la table, j'ai parlé, et puis on a donné le dépistage gratuit. Les gens iront dans les habitations pour dépister la chlordéconomie des ouvriers agricoles. Ça fait 3 ans que les gens se battent ici, notamment le collectif des ouvriers agricoles, pour exiger. Il y a eu des manœuvres, du sabotage de l'ARS, de la préfecture, des grands propriétaires planteurs de bananes. Hein, et petit à petit, le travail militant fait par ceux qui contestaient les mesures d'État est parvenu déjà à avoir le dépistage gratuit et ensuite à faire en sorte que les autorités soient obligées d'aller dépister, donc d'accepter la revendication qui consistait à aller dans les habitations pour faire ce dépistage. Cette revendication avait été rejetée. C'est des manifestations, c'est des pressions populaires qui ont fait que cela a été accepté. Le monsieur vient et puis dit ouais, j'ai frappé du poing sous la table et puis je vous ai donné ça. On apprendra plus tard que dans une réunion, il s'est emporté en disant je vous ai donné ça et puis terminé, point mort. Bon, ça n'a pas été très repris. Et puis alors, quand on voit dans les organes de presse les titres, le ministre au contact, le ministre s'inquiète, etc. Bon, évidemment, les lignes éditoriales sont tenues par des directions, mais ça participe d'une opération de communication. Nous n'allons pas rester longtemps sur cela pour dire qu'en définitive, l'État français et ses administrations
sont paniqués par le fait que le peuple martiniquais prend confiance. Et d'ailleurs, c'est un élu de droite qui a dit à ce fameux ministre, si cette injustice-là passe, il y aura d'autres revendications identitaires qui vont s'imposer. Donc, le gouvernement est paniqué, il essaie de faire de la communication. Nous devons comprendre que là, actuellement, le gouvernement français ne va jamais indemniser correctement les victimes de l'empoisonnement par les pesticides. Jamais. Parce qu'ils estiment que c'est trop coûteux. Ils l'ont dit dans les ministères. Parce qu'ils estiment que ça va ouvrir la porte à d'autres revendications de réparation. Et que c'est la mobilisation, c'est l'unité du peuple martiniquais qui est en train de se construire sur cette question-là, qui permettra que les criminels, parce qu'il s'agit bien de criminels, paient la conséquence de leur forfait et indemnisent justement la population martiniquaise. Donc, c'est le point que je voulais faire concernant la tournée du fameux ministre. Et je vais parler de la mobilisation contre la politique de Macron concernant les voitures. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans ces médias, il est absolument incompréhensible que la grande majorité des forces de contestation se laissent piéger par le vocabulaire développé par les tenants de la politique néolibérale. Mais comment parler de réforme des retraites? Nous luttons contre la réforme des retraites, etc. Le mot réforme a une connotation positive. Et d'ailleurs, c'est sur ce que joue le gouvernement français. Réformer quelque chose, c'est le rendre meilleur, sauf dans notre langue créole, l'auto-réformer, ça veut dire qu'écraser est fini. En ce sens-là, c'est vrai que c'est le résultat de la politique de Macron. Mais dans l'opinion publique et dans l'assertion française, le mot est associé à quelque chose de positif. Comment donc tous ceux qui sont contre la politique de Macron parlent de la réforme des retraites? Nous luttons contre la réforme des retraites. Obligeons-nous, je pense que c'est ce qui devrait être plus efficace, de dire le sabotage des retraites. Et honnêtement, j'invite les syndicats, les partis de gauche, les militants à substituer le mot sabotage au mot retraite. Parce que c'est bien d'un sabotage qu'il s'agit. Alors, évidemment, les médias qui sont aux ordres des gouvernements libéraux invitent des pseudo-économistes, des pseudo-savants, des pseudo-commentateurs qui se succèdent pour dire mais on ne peut pas, oui, on va sacrifier le régime de demain au nom d'une soi-disant résolution de déficit hypothétique, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. On tue des retraités et on tue la possibilité que des gens arrivent à bénéficier de pensions de retraite dignes pour pouvoir vivre assez tôt dans leur parcours. Alors, il faut donc lutter contre le sabotage des retraites. Mais au-delà de cette question de sémantique, je pense qu'il est quand même important. Le fond du problème, c'est que le peuple français, comme tous les peuples européens, n'acceptent plus les politiques ultralibérales, n'acceptent plus les argumentations. Et ça vient que c'est leur vie profonde qui est menacée par les politiques. Nous avons un petit retour de musique là. Voilà. Et donc, le peuple français, comme tout l'ensemble des peuples européens, eh bien, tous ces peuples-là savent que c'est vraiment une attaque contre les droits fondamentaux conquis par des luttes, par des grèves, par le sang qui sont attaqués. Et même si pour certains ça reste au niveau de la défense de droits immédiats, c'est un rejet. Quand on compte que 2 millions de personnes, la police a reconnu 1,2 million, mais on sait bien que la police minore. Mais globalement, les observateurs objectifs s'accordent pour dire qu'il y avait à peu près 2 millions de personnes dans 200 villes qui ont manifesté contre la politique ultralibérale. Hein? Sur une population de 67 millions d'habitants, ça veut dire que le peuple refuse absolument de
que ses droits acquis soient attaqués et qu'il est prêt à se défendre, c'est peut-être l'amorce d'une instabilité profonde sur le plan politique qui s'annonce en France. Mais je voudrais revenir en arrière. Pour tous ces politiciens, pour toutes ces bonnes consciences qui disaient au peuple, les gens qui vous disent de ne pas voter Macron, c'est des irresponsables parce qu'il faut barrer la route à l'extrême droite et à Le Pen, etc. À l'époque, toutes les forces progressistes réellement au service du peuple disaient qui Macron, qui Le Pen, c'est même bagaille là. Il y en a aussi fascistes qui l'autre. Mais il y en a qu'à serrer fascisme. On va revenir sur ça dans la partie des constructions. Et puis l'autre là, bon, il a essayé de dire franchement pour allier les mécontents. Les gens qui disaient voter Macron pour ne pas laisser Le Pen passer, ils sont complices, profondément complices de Macron, quand Macron vient dire, à la suite d'une manifestation de 2 millions de personnes, mais ils ont le droit de manifester. Mais j'ai été élu, avant d'être élu, j'avais dit que j'allais réformer les retraites. J'ai des réformes, c'est démocratique et personne ne peut m'empêcher de faire ça. Alors, ils sont complices donc de l'alibi qui a été donné à Macron et en même temps, cela prouve que la position consistant à ne pas voter pour des gens qui défendent des politiques nuisibles sous prétexte d'écarter quelqu'un d'autre, c'est de la sottise. Le problème, c'est de lutter contre toutes les forces qui sont hostiles aux revendications populaires. Donc, ce que je voulais dire concernant la mobilisation contre le sabotage des retraites en France, mais nous allons revenir dans la partie des constructions sur la question des mouvements populaires dans la situation actuelle. Donc, je souhaite passer tout de suite à la question de la déconstruction. Ben, on y va parce qu'apparemment, on a... Donc, bien, on va y aller. Donc, j'ai annoncé comme thème comment les mystifications médiatiques cachent l'affrontement décisif. Nous avons déjà eu l'occasion de parler. Il y a des chercheurs qui ont fait des ouvrages absolument importants, des dimensions médiatiques, etc. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer que les empires médiatiques, toutes les grandes chaînes de télévisées, les réseaux sociaux, tout est contrôlé par une minorité de gens qui sont directement au service des multinationales. D'ailleurs, leurs patrons, leurs PDG, leurs propriétaires, on parle de Musk, etc., mais tous les autres, les Bouygues, ces gens-là, ils sont dirigeants de multinationales et ils utilisent leurs empires médiatiques pour manipuler l'opinion. Alors, l'une des principales techniques, c'est de donner une série d'informations secondaires, imbéciles, d'amener au divertissement et les rares informations qui concernent des questions importantes comme les guerres en Ukraine, etc., évidemment, ne sont traitées que du point de vue des impérialistes et des capitalistes occidentaux. Bon, l'Ukraine, vous savez, quand nous apitoie, il y a des gens qui souffrent, il y a un beaucoup de méchants dictateurs, mais on ne parle pas de la géostratégie globale de ce conflit-là, qui concerne ce conflit-là. Donc, c'est des choses banales, c'est des scoops, des cancans, et puis le divertissement. Je répète que toutes les informations qui seraient importantes à développer sont l'objet de manipulation. Mais pendant que le peuple, l'opinion, les téléspectateurs suivent les followers, les influenceurs, les influenceuses, ceux qui sont à la tête des médias, ils ont une analyse fine de la liaison entre toutes ces informations et
savent qu'elles contribuent à asseoir une position politique et idéologique nécessaire à la stratégie globale de l'impérialisme. Et tout est calculé. Bon, maintenant on va parler de ça, maintenant on va parler de ça, maintenant on va faire ci. Le problème pour ceux qui veulent s'émanciper, renverser le système, c'est de se débarrasser de cette chape, de cette aliénation globalisée pour voir les questions fondamentales. Et la question fondamentale, le nœud de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est qu'il y a un affrontement décisif entre les impérialistes occidentaux et leurs rivaux, et puis les masses populaires. Entre le système capitaliste qui est en train d'échouer, qui montre qu'il conduit au dérèglement climatique, à la pauvreté, à la misère que personne n'accepte, et puis des gens qui vont s'opposer. Cet affrontement décisif-là, il se passe à deux niveaux. Et quand on a compris cette grille-là, toutes les informations qu'on entend, eh bien, on va les interpréter en fonction de la grille. Il y a un premier affrontement, un premier niveau d'affrontement entre l'Occident impérialiste qui est attaqué, qui perd sa puissance, et ses rivaux, Russie, Chine principalement, mais il y en a des secondaires, mais Russie et Chine principalement. Donc, les Occidentaux savent que si rien ne change, les Chinois vont devenir la première puissance, ils vont faire alliance avec la Russie, ils vont récupérer des alliances avec le monde d'Amérique centrale et du Sud, avec les pays africains, et leur règne sera fini. Donc, il faut absolument attaquer la Russie et la Chine. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un prétexte pour que l'Occident puisse préparer cette guerre mondiale-là. On commence par la Russie, de façon à être directement en confrontation avec la Chine, qui est en train d'être encerclée. Le peuple ukrainien est pris en otage dans ça. C'est vraiment, bon, pour eux, c'est important. Vous n'avez qu'à voir le nombre de réunions qu'ils font pour augmenter le volume d'armement, là. Actuellement, c'est est-ce qu'on voit des chars, léopards, etc. Alors, évidemment, il y a des dissensions. On a un petit larcène, est-ce qu'on peut baisser un petit peu le haut? Merci. Donc, le débat actuel, c'est d'envoyer des chars léopards allemands pour renforcer l'Ukraine et arriver à casser la Russie. Mais entre eux-mêmes, il y a des divergences parce que l'Allemagne a des réticences. Ils savent qu'on va vers le conflit mondial. Alors, certains pays ne sont pas prêts à le faire tout de suite. Ne sont pas prêts à le faire tout de suite. Mais d'autres qui disent il faut aller, plus on attend, plus. Donc, il y a ce conflit entre les impérialistes, où on parle d'affrontement décisif. Mais pour préparer l'affrontement décisif contre les masses populaires, et c'est là le deuxième niveau, la lutte entre les impérialistes, particulièrement l'impérialisme occidental, l'impérialisme occidental et les masses populaires de toute la planète. Pour préparer ce conflit, il faut fasciser la planète. Quand Macron a une telle rage pour imposer l'injection expérimentale, pour refuser de prendre, de réintégrer les personnels injustement et illégalement du point de vue de droit du travail, etc., et mis en suspension. Ça fait partie d'un plan. Ça rejoint toute une série de lois qui avaient déjà prises pour le contrôle des populations, pour endoctriner les gens par leurs médias, mais pour empêcher les libertés syndicales, etc. Il y a une fascisation de tous les systèmes. Et les endroits où ils ne peuvent pas directement prendre des lois fascistes, ceux qui manipulent, ceux qui se rencontrent au forum de Davos,
eh bien, soutiennent des subversions et des formes fascistes. En Ukraine, les gens sur qui ils s'appuient, ce sont des fascistes. Ce sont des fascistes. On parle de la population qui subit ce répondre, mais Zelensky et son entourage et ses forces armées, ce sont des fascistes au sens propre du terme, qui s'attaquent à la presse, aux oppositions, aux minorités dans leur pays, qui s'attaquent, qui soutiennent les politiques racistes et chauvines. Bon, ça c'est pour l'Ukraine. Mais dans l'ensemble du monde, même quand ils ne le reconnaissent pas, ils s'appuient sur le fascisme. Par exemple, Bolsonaro, ben, ils appuyaient Bolsonaro. Ils combattaient plus le Venezuela, dirigé par Maduro, que Bolsonaro. Il n'y avait pas de sanctions pour Bolsonaro. Ils appuient la politique fasciste en Israël. Donc, c'est ça, on est antis. Sauf que dans les peuples, les contradictions se développent. Et ça ne passe pas. Je prends toute une série de coups d'État fascistes qui ont été faits. Bolivie. Les Occidentaux ont soutenu leur coup d'État en Bolivie. Mais le peuple est descendu dans la rue, a renversé les putschistes et les dictateurs, et le gouvernement bolivien a repris le dessus. Au Pérou, c'est ça qui se passe. Ils ont soutenu un coup d'État. Le président a été mis en prison, mais le peuple descend. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, on sait que malgré les tentatives de fascisme, alors au Brésil, ils ont essayé de rééditer le coup de Trump, mais ça n'a pas marché. Les gens ont protesté, sont descendus. Finalement, le coup d'État a échoué. Donc, dans cet affrontement décisif où ils essaient de fasciser, les peuples résistent. Et c'est important de comprendre que ils sont pris à la gorge. Mais la fascisation, ce n'est pas seulement à travers les subversions, le soutien des dictatures, c'est dans les modifications des lois. Par exemple, dans tout l'Occident, on remet en cause le droit des femmes. On remet en cause le droit des femmes. Alors, au fond, c'est plus hypocrite. On fait semblant de défendre. Et puis, on parle de l'Afghanistan. Mais Pologne et Hongrie, tous ces pays-là ont pris des dispositions pour limiter les droits des femmes à l'avortement. Aux États-Unis, avant-hier, il y a eu une manifestation monstre à l'initiative des conservateurs, des réactionnaires, pour revenir sur les droits des femmes. Et le Congrès a voté, on parle de l'Afghanistan, de son voile, mais le Congrès des États-Unis a voté des dispositions pour contraindre les femmes à avoir un vêtement correct. Ça veut dire à avoir un certain... mais parfois leur liberté de s'habiller comme elles voulaient. On se rappelle ce qui s'était passé au Parlement français quand je crois que c'était Cécile Dufaux était allée avec une robe à fleurs. Donc, les droits des femmes sont grignotés. Alors, évidemment, il y a de la propagande dans tout ça. Je suis en train de me rappeler cette grande campagne qui a été faite parce qu'une journaliste avait refusé d'aller interviewer un chef religieux en Iran sans porter le voile. Et on avait dit c'est intolérable. C'était une façon de diaboliser le régime. Avec un peu de réflexion, on se dit, mais vraiment, si une femme va en maillot de bain interviewer Macron, il y aura une personne pour trouver ça normal. Donc, on peut être en contradiction totale avec le régime de dictature théocratique en Iran, mais il faut, il faut quand même comprendre la manipulation qui peut être faite dans ce conflit entre les Occidentaux
et leurs adversaires. Mais je reviens sur la question de l'affrontement entre les masses populaires et les classes dirigeantes des différents pays pour dire que dire cela, ce n'est pas, et il faut le répéter souvent parce qu'il y a des gens qui essaient de déformer les arguments progressistes. Il ne s'agit pas de dire qu'on est d'accord pour que des impérialistes russes ou chinois prennent la place des Occidentaux en Afrique ou quoi que ce soit, qu'on s'appuie sur les armées de Wagner pour que l'Afrique s'émancipe. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire qu'actuellement, il y a un conflit interimpérialiste. Ceux qui sont sur le terrain, évidemment, voient les adversaires essayer de les instrumentaliser, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que les mouvements populaires continuent à s'organiser, à ramener la lutte sur les questions fondamentales, notamment la lutte contre les mesures d'ultralibéral. Ce qui se fait, j'avais dit que je reviendrai dessus, ce qui se fait contre le sabotage des retraites en France, on en parle parce que ça concerne des grèves ont des impacts sur les Français, mais ça se passe en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, où le personnel de santé, depuis plus de mois, mène un combat fondamental contre la destruction des services publics et pour le droit à la santé. Ça, c'est fait en Grèce, ça se fait dans tous les pays où la politique ultralibérale est développée. Et les résistances sont aussi politiques. Il y a la défense des services publics, mais il y a la défense des libertés. Israël, qui avait vu le retour de Netanyahou au pouvoir, et un Netanyahou qui a installé un gouvernement fasciste d'extrême droite, et qui tout de suite a pris des dispositions pour relancer la colonisation, le vol des territoires palestiniens, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des centaines de milliers de gens dans la rue en Israël pour dire non, nous défendons nos droits, nous sommes contre le fascisme, nous sommes pour un vrai processus de paix avec les Palestiniens, etc. Ça veut dire qu'il y a une résistance contre les politiques ultralibérales, mais contre la fascisation. Et c'est cet affrontement décisif qui est en train de se développer. Et ça nous amène à dire, bon, dans un contexte comme ça, quelle est la situation dans notre pays et quelles sont les mesures que nous devons prendre en matière d'organisation. D'abord, il nous faut comprendre la nécessité de lutter contre les divisions entre les couches populaires des différents pays occidentaux, africains. Ils ont un intérêt commun parce que l'ennemi est commun et que même si il y a des aliénations qui font que les peuples occidentaux restent paternalistes, etc., en termes de guerre, il faut savoir à quel moment neutraliser l'adversaire, réunir le maximum de force contre l'ennemi principal. Donc la première chose, c'est de comprendre que notre combat doit être internationalisé et internationaliste. Mais on ne s'appuie pas sur l'internationalisme pour se dispenser du combat. Le combat principal de son pays, c'est de lutter pour l'émancipation. Notre peuple martiniquais aujourd'hui doit comprendre que la lutte contre le non-lieu pour la réparation des crimes d'empoisonnement fait partie d'une lutte pour que nous reconsidérions nos voies de développement. Comment va-t-on lutter contre le non-lieu et puis accepter les monocultures d'exploitation colonialiste? Non, en prévision de ces conflits mondiaux qui se préparent, il nous faut recentrer le développement de notre pays sur l'endogénéisation, le développement de l'autosuffisance alimentaire, de la recherche d'indépendance en matière énergétique, des choses que nous pouvons, des objectifs que nous pouvons atteindre. Mais cette nécessité de nous recentrer demande la conquête du pouvoir politique. Il faut qu'une fois pour toutes, les gens qui disent que l'Europe va nous donner de l'argent pour nous développer, que la France nous aide, qu'il faut demander au gouvernement français d'envoyer des gardes mobiles
pour lutter contre la violence, il faut que ces gens-là comprennent que c'est quand nous allons développer notre pays, quand nous allons aider notre jeunesse à s'épanouir, l'éduquer, la protéger, que nous allons arrêter les violences. Et non pas en demandant à venir des gardes mobiles, payer, voyage payé, hôtel payé, arrêter 2 ou 3 personnes sur la route, faire des contrôles, et puis être en attente pour mater les révoltes populaires, les insurrections populaires, ce qui est leur véritable mission. Donc, il nous faut arriver à comprendre changement, comme Milo aime à le dire, de paradigme. Penser développement, penser conquête de pouvoir politique. Mais pour pouvoir réaliser ce noble objectif, la première chose, c'est qu'il nous faut lutter contre toute forme d'aliénation. L'aliénation vis-à-vis de la consommation de produits superficiels avec tous les dégâts environnementaux que cela procure. L'aliénation vis-à-vis de l'autodénigrement de notre peuple qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables. Nous avons déjà posé la question. Qu'est-ce que dans ce pays, un Martiniquais ne peut pas faire et qui demande qu'on fasse un cadre français venir nous indiquer ce qu'il y a à faire? Nos enfants diplômés qui sont au chômage, ils ne peuvent pas gérer l'agriculture, l'entreprise, 1000 fois mieux que ces chasseurs de primes qui viennent de notre pays. Alors nous continuons à encenser le colonialiste pendant que nos énergies, nos capacités, nos compétences sont en train de vivre au RSA. Pardon, cette aliénation-là, l'autodénigrement, c'est pour ça que j'ai choisi de remettre le mot d'ordre du CNCP aujourd'hui pour réussir. Croyons en nous-mêmes. Cet autodénigrement, nous devons le chasser. Cette aliénation, c'est ça. Aliénation aussi qui est dans cette forme de niche avec les divisions, la maladie mentale que certains développent plus que d'autres, qui n'acceptent pas que des gens militent aient des résultats pendant qu'ils végètent et puis qu'ils bavardent, qui acceptent qu'on se divise pour des postes électifs qui ne nous donnent aucun pouvoir et qui permettent à certaines personnes de passer leur temps à chercher la corruption, le dénigrement, l'écart de langage de tel élu, qu'on n'approuve pas, bien sûr, mais qui ne volent jamais des exactions que les colonialistes et que les comploteurs développent ici, que la caste développe ici. Voilà cette aliénation-là dont nous devons nous débarrasser. Et pour la dénicher, je vous invite à voir tous les politiques, tous les blogs, tous les sites, et puis dire, mais quel pourcentage accorde-t-il à dénigrer des compatriotes martiniquais par rapport au pourcentage où ils font allusion au colonialisme, aux exactions, au mépris des droits de l'homme? Et vous saurez qui est qui. Donc, il nous faut donc, lutter contre ces aliénations-là, lutter contre les futilités pour pouvoir développer notre unité et élaborer une stratégie à la hauteur. Une fois qu'on a vu l'ennemi principal, il faut qu'on comprenne qu'il est puissant, qu'il est armé, qu'il dispose de médias qui désinforment. Donc, face à ça, comment devons-nous nous disposer? Premièrement, savoir que nous sommes les plus forts. Nous pouvons être les plus forts plutôt. J'entends parfois des gens qui me disent, ouais, c'est pour la quatrième pays, il y a un gendarmerie dans tout le pays. D'accord. Mais chaque gendarmerie, il y a combien de Martiniquais qui a l'autre? Ils sont par milliers, qui connaissent le terrain. Et si on ne tombe pas dans les provocations où ils essaient de pousser les gens à des violences gratuites, inutiles, qu'ils savent pouvoir mater, si nous réfléchissons pour dire dans notre commune, autour de la gendarmerie, comment vivons-nous dans nos quartiers? Si nous développons l'unité, la confiance, pour éviter l'infiltration, les provocations, pour nous donner les moyens de préparer des luttes à long terme. Dans la belle manifestation qu'il y a eu en Martinique contre le sabotage des retraites, où il y avait plus de 3000 personnes, il y a des gens qui disaient mais les manifestations ne servent à rien, bon, c'est pas la peine de, etc. Et puis il y en a d'autres qui disaient
oui, nous savions nous manifester, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est cette question-là. Il nous faut savoir que nous menons des luttes sur la durée. Sur la durée, et il faut le préparer. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette les bagailles à sous-côté, comme pour un cyclone, pour ça que là, on commence le combat au Kaïtiébé. Parce que le combat viendra et on laisse, pour l'instant, on laisse l'initiative au gouvernement français, on laisse l'initiative aux colonialistes et aux grands planteurs qui divisent, etc. Donc, il nous faut avoir une stratégie de redéveloppement des réseaux à la base de la famille. Nos familles martiniquaises que l'on est en train de déchirer possèdent chacune d'entre elles des possibilités de créer des réseaux familiaux. Vous pouvez que poursuivre pour travailler au noir si, de la grande famille, nous recensons toutes les compétences pour pouvoir faire que des réseaux économiques interfamiliaux fonctionnent. Même dynamique au niveau des quartiers. On va nous poursuivre au travail au noir si, dans notre quartier, nous essayons de créer des dynamiques d'échange de produits, de coopération, etc. Et c'est là qu'on parlait de la puissance sur les services de renseignement et de gendarmerie, parce que quand le quartier est uni, quand la famille est unie, ils sont mieux armés pour lutter contre la provocation ou bien pour faire des représentants de l'État français qui viendraient nous empêcher de vivre pendant mes services avant. Donc, il nous faut restructurer pour avoir une base de travail sur le long terme. Et je profite pour refaire cet appel en matière de synergie des luttes. Nous avons de glorieux camarades qui sont là depuis plus d'un an. Ils étaient à la porte du port là et maintenant ils sont en face du marché de Gros et à Fort-de-France, qui ont construit un village de la résistance, qui font des beaux comptages, qui invitent tous ceux qui luttent à venir discuter, échanger avec eux. Voilà un point à fortifier et à dupliquer, comme disait Serge Haribo, si dans plusieurs communes il y avait des villages de la résistance comme ça nous servirait de tremplin. Mais là, il est là. Nous avons mené un combat comme Mancapo pour l'eau. Mais il faut que nous descendions au village de la résistance, si on continue un beau comptage pour nous préparer pour nous y soutien. Nous avons mené un travail contre l'expatriation des jeunes et des hauts titulaires. Pour qu'elle est là, il y a un bastion là, pour tout peuple à venir pour information. Donc, il faut, par la synergie des luttes, construire cette stratégie qui, à coup sûr, va nous donner la victoire sur les colonialistes. Nous sommes plus nombreux, nous plus intelligents, nous connaissons le pays, nous. Même si dans tout le pays, nous avons à créer cette synergie. Alors, évidemment, comme dans tous les pays aussi, il y a ce qu'on appelle la cinquième colonne. Il y a ce qu'on appelle les opportunistes qui bavardent, qui font la révolution dans les livres, dans les journaux, dans les déclarations, et puis qui sabotent les mouvements populaires, qui mettent des bâtons dans les roues des mouvements populaires. Il y a des proches de la petite bourgeoisie qui disent, bon, ça vraiment, comment tout ça, mais mon épice toujours, mon pas courir dans le non, c'est vrai, il y aura toujours ça, mais laissez-le. Se tourner, il va finir par derrière. L'essentiel, c'est que la majorité qui subit, c'est pas le boss des prix liés à l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a fourni le monde. C'est une politique ultralibérale de pillage des grandes surfaces. C'est une politique ultralibérale qui fait que l'État défiscalise les riches et puis trouve tous les moyens de piller les pauvres. Et les classes moyennes de plus en plus. C'est ça. Nous, tous qui vivent là, les pots injustes, les pots accélérés, hausse des prix, bon, vous savez, vous connaissez pas ces moyens. Donc, il faut que nous comprenions que ça ira de mal en pis et il faut préparer la contre-offensive. Les gens qui croient qu'ils vont tirer leur épingle du jeu, peut-être qu'ils auront des avantages pendant quelques jours, quelques semaines, quelques années, mais au bout du compte, le combat décisif
qui est en train d'être mené là, il va se généraliser. Il va devenir raide. Et nous avons la victoire entre les mains si nous faisons cet effort de synergie dont j'ai parlé. Alors, je ne serai pas plus long, mais je veux dire que à travers toutes les informations que nous voyons, et c'était l'objet, à chaque minute, à chaque moment de la journée, nous regardons des séries, il faut que nous réfléchissions à ça. Qui manière que rien qui filme qui a tué un monde, et puis un expert a dit DJ, voilà, le cadavre était là, et meurtre à Trifouille, meurtre en Patagonie, meurtre en ceci. C'est ça qui est bon pour nous. Mais pour qui c'est ça? Coaching. Ouais, mettez-le de ceci, faites comme ça, plus belle. Il faut qu'à travers le message que les médias nous donnent, il ne s'agit pas de ne pas regarder la télé, mais il s'agit de dire, mais pour qui c'est rien qui ça pas mal? Qui a nous besoin de ça? Côté nous peut trouver une formation complémentaire, côté nous peut aller former comme nous, côté nous peut aller organiser comme nous. Parce que le combat final est inéluctable et c'est une manière de faire qu'à nous, ou pas. Donc, je vous remercie de votre attention et on se retrouve dimanche prochain pour une autre émission. Donc là, nous allons écouter notre indicatif avant de nous séparer.